La police dit qu'elle a proposé des millions pour faire tuer son mari séparé et a été arrêtée lors d'une opération d'infiltration dans un Starbucks. Elle a plaidé coupable, purgé sa peine et faisait encore face à d'autres accusations. Et maintenant, il y a une mise à jour stupéfiante dans cette affaire. Une mise à jour tragique, car la femme au centre de ce complot de meurtre contre rémunération a été retrouvée morte. Et le chemin entre cette condamnation et ce moment soulève de nouvelles questions choquantes. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. La cavalière californienne Tatiana Remley s'est un jour retrouvée face à un policier en civil, discutant calmement de la façon de faire tuer son mari dont elle était séparée. Tatiana Remley a ensuite été condamnée pour avoir orchestré un complot de meurtre contre rémunération à plusieurs millions de dollars visant l'homme dont elle était en train de divorcer. Le bureau du shérif du comté de San Diego a révélé l'affaire après une opération d'infiltration et un incendie suspect. Les enquêteurs affirment que Tatiana Remley a proposé jusqu'à 2 millions de dollars pour faire tuer son mari. C'était une femme qui avait beaucoup d'argent et il y avait beaucoup d'argent en jeu dans cette affaire en général. Mais sa condamnation n'était pas la fin de cette histoire. Après avoir purgé sa peine, et alors qu'elle faisait toujours face à d'autres ennuis judiciaires, un nouveau développement stupéfiant est survenu. Tatiana Remley retrouvée morte. Ce qui a mené à ce moment explique pourquoi nous réexaminons cette affaire. Alors laissez-moi vous planter le décor, parce qu'il semblait que cette femme, Tatiana Remley, avait vraiment tout pour elle. Elle vivait dans une belle région du sud de la Californie. Elle avait cet amour pour les animaux, elle avait les moyens d'interagir avec eux. Les chevaux coûtent moins cher. Cette femme avait de l'argent. Tatiana Remley était une cavalière californienne qui, selon les dossiers du tribunal, menait autrefois une vie très publique et très aisée avec son mari, qui s'appelait Mark Remley. Les dossiers et reportages révèlent que ce couple possédait plusieurs biens de valeur et fréquentait des cercles sociaux et professionnels très élitistes durant leur mariage. Remley aurait longtemps été cadre dirigeant dans la technologie. Il a aidé à transformer une entreprise de logiciels en société, valant plusieurs millions de dollars. Il a aussi hérité plus tard d'une grande richesse familiale. Il ne s'agit pas d'une personne devenue riche par sa carrière, mais d'un homme déjà fortuné grâce à une vieille fortune familiale. Un ancien associé commercial a plus tard décrit Remley comme la force motrice derrière de nombreuses entreprises du couple, déclarant à News Nation qu'elle était souvent, je cite, la meneuse. Et celle qui poussait les idées en avant pour le meilleur ou pour le pire. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Parce que, selon des documents judiciaires antérieurs et des interviews dans les médias, les deux se sont rencontrés pour la première fois lors d'une rencontre fortuite dans un Starbucks du sud de la Californie. Alors, Starbucks, c'est un détail qui devient quelque peu ironique, compte tenu de ce que je vais vous raconter sur ce qui s'est passé plus tard dans cette affaire et dans leur mariage aujourd'hui. Les deux se sont mariés en 2011 et ils sont devenus bien connus dans le sud de la Californie après avoir lancé une entreprise assez ambitieuse, un spectacle équestre acrobatique. Imaginez le Cirque du Soleil, mais avec des chevaux. Connaissez-vous le dressage? Je veux dire, c'était beaucoup ça, ce spectacle. Ça s'appelait Valatar. Et c'était au parc des expositions de Del Mar. C'est là que se déroule aujourd'hui la foire du comté de San Diego. D'après les reportages du San Diego Union Tribune à l'époque, cette production, aussi ambitieuse et risquée qu'elle ait été, s'est avérée être exactement cela. Et pas dans le bon sens, car ce spectacle s'est effondré après seulement quelques représentations. Et ce n'était pas seulement un échec sur le plan de la réputation pour ce couple, c'était aussi un échec sur le plan commercial. Pas seulement pour eux, mais aussi pour les fournisseurs et artistes qui avaient en signé. Parce que beaucoup d'entre eux sont restés impayés. Et quand on regarde ce mariage et ce qui finit par être une histoire très troublante et tragique, ce spectacle marque en quelque sorte le début d'une longue descente financière et personnelle pour les Remley. D'anciens employés ont ensuite déclaré aux journalistes que la production avait tout simplement brûlé des millions de dollars et l'argent provenant des investisseurs avant de s'effondrer. Cela a forcé la liquidation des actifs et a déclenché une procédure de faillite. Un ancien collaborateur a décrit le projet comme chaotique en coulisses, affirmant que des problèmes de contrôle créatif et des conflits internes ont tourmenté ce spectacle bien avant la première. En 2017, Tatiana et Mark Remley sont apparus dans la série documentaire de Showtime, Naked SNCTM, qui suivait les membres d'un club sexuel exclusif sur invitation, connu pour son mode de vie basé sur l'échange de partenaires. Dans l'émission, tous deux parlaient ouvertement de leur relation,
décrivant le sexe comme central dans leur mariage et se présentant comme des amateurs de sensations fortes, attirés par le risque et l'excès. Dans un épisode, Remley s'est décrite comme quelqu'un qui aimait repousser les limites. Mark a dit que l'intimité et l'expérimentation étaient au cœur de leur relation. Ces déclarations ont ressurgi plus tard, alors que les enquêteurs et d'anciens associés cherchaient à comprendre la dynamique du couple. Parce que, vous savez, il n'y a pas de jugement ici. Je pense qu'on peut dire qu'ils ne menaient pas un mode de vie typique. Aujourd'hui, d'anciens associés professionnels le disent. Cette période, on parle de 2017 environ, a aussi marqué un autre tournant pour les Remley. Parce que vous aviez un ancien associé. Il s'appelle Eric Martonovich et il est allé sur News Nation. Et il a parlé du fait que le style de vie montré dans l'émission reflétait en réalité ce qu'il avait personnellement vu dans les coulisses. Il affirme que ce n'était pas une télé-réalité qui cachait la réalité. C'était en fait incroyablement fidèle à ce qu'était ce couple. Il a décrit le mode de vie privé du couple comme de plus en plus chaotique, repoussant les limites et difficile à gérer pour les personnes de leur entourage. Et cela en dit long aussi, compte tenu du train de vie extravagant qu'ils menaient et par lequel les gens les connaissaient désormais. La même source a aussi déclaré que le couple essayait d'impliquer leurs amis dans leur vie privée, ce que beaucoup trouvaient gênant. Cela incluait des invitations mêlant le professionnel, le social et l'intime. C'est quelque chose qui, selon lui, l'a finalement amené à couper complètement les liens avec les Remley. D'après cet ancien associé, Remley contrôlait soigneusement son image publique. Il a dit à News Nation que Tatiana semblait plus grande que nature. Parfois, elle adoptait une identité et des pseudonymes inspirés de la Russie, ce qu'il pensait être fabriqué plutôt qu'authentique, décrivant cela comme une partie de performance, une partie d'auto-invention. Aujourd'hui, la série Showtime, désormais terminée, est devenue une référence pour enquêteurs et médias, alors que les questions sur le pouvoir et la dynamique psychologique du mariage se multipliaient la décennie suivante. Les documents judiciaires montrent que le mariage du couple a connu de nombreuses ruptures et réconciliations, avec plusieurs séparations, avant qu'il ne finisse par demander le divorce. Dans les documents de divorce, Remley a accusé son mari de violence, des allégations qu'il a niées plusieurs fois. Eric Martonovich, l'homme qui est passé sur News Nation, il a dit qu'il ne croyait pas que Mark Remley ait orchestré les violences que Tatiana Remley a décrites. Il affirme au contraire que Tatiana était souvent à l'origine des faits. Elle essayait de pousser les gens à faire des choses et il affirme que cette dynamique correspondait à un schéma de longue date qu'il avait personnellement observé. Les choses ont ensuite dégénéré de façon spectaculaire à l'été 2023, selon le département du shérif du comté de San Diego. Les adjoints ont été appelés le 2 juillet 2023 pour un incendie dans la maison de style ranch du couple, située dans une zone non incorporée du comté de San Diego. À leur arrivée, les adjoints ont contacté Tatiana Remley sur la propriété et déclaré l'avoir trouvée avec plusieurs armes à feu et munitions. Donc maintenant, il s'agit d'une situation où un couple, en instance de divorce, s'était séparé. Peut-être qu'un mariage toxique arrivait à sa fin. Certainement, des personnes qui repoussaient les limites, surtout selon leurs amis. Tatiana. Maintenant, on parle d'armes à feu, donc c'est effrayant. Tatiana a été arrêtée cette nuit-là pour des accusations d'armes et d'incendie criminel. Des enquêteurs ont été appelés pour examiner l'incendie, mais ce feu de maison n'était que le début. Le lendemain, les autorités affirment que les enquêteurs ont reçu des informations selon lesquelles Remley tentait d'engager quelqu'un pour tuer Mark, son mari séparé. Selon le bureau du shérif, une connaissance commune a alerté Mark Remley, qui s'est ensuite rendu à la police. Les détectives ont ouvert une enquête pour meurtre rémunéré et mené une infiltration. Le 2 août 2023, selon les forces de l'ordre, Remley a rencontré un détective du shérif en civil qui se faisait passer pour un tueur à gages dans un Starbucks du comté de San Diego. Tu te souviens où est ce Starbucks exactement? Mark a rencontré Tatiana par hasard, lançant ainsi leur relation et toute cette histoire. Les autorités affirment que lors de la rencontre, Remley Tatiana a donné des instructions détaillées sur la façon dont elle voulait que son mari soit tué et comment son corps devait être éliminé. Elle était incroyablement précise. Les enquêteurs affirment qu'elle a offert plusieurs millions de dollars et apporté des armes à feu ainsi que des dollars américains en acompte. Donc il y a des preuves clés que nous voyons souvent. La police intervient dans des affaires où elle se fait passer pour quelqu'un, comme un tueur à gages, et essaie de faire arrêter quelqu'un. Qui cherche à engager un tueur à gages? Tatiana a été arrêtée sur les lieux. Elle a été inculpée pour sollicitation de meurtre et pour plusieurs infractions liées aux armes.
d'après les dossiers du tribunal. Elle a ensuite plaidé coupable de sollicitation de meurtre et elle a été condamnée à 3 ans et 8 mois de prison d'État. Selon les informations de NBC San Diego et du magazine People, elle a finalement purgé environ 1 an avant d'être libérée. Mais même après avoir purgé sa peine, ses problèmes judiciaires n'étaient pas terminés. Selon le bureau du procureur du comté de San Diego, Remley a de nouveau été arrêtée en septembre en lien avec l'incendie de la maison survenu plus tôt, et elle a été inculpée d'incendie criminel. Elle a plaidé non coupable et elle attendait une future date d'audience. Mais ensuite, alors que l'affaire semblait retourner devant le tribunal, Tatiana Remley a été retrouvée morte. Les autorités ont confirmé que Remley a été retrouvée le 18 décembre près d'un bar, sans donner plus de détails. Mais les responsables ont ensuite indiqué que sa mort, considérée comme auto-infligée, faisait l'objet d'une enquête. Les forces de l'ordre n'ont pas donné de détails sur sa mort, et les autorités ont affirmé qu'aucune autre personne n'était impliquée. Rejoignez-nous pour discuter de l'affaire avec le détective Eric Barnes. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Cette histoire comporte beaucoup de rebondissements, de détours et de nombreuses couches. Il y a aussi l'aspect financier de l'affaire qui attire toujours l'attention des gens. Du point de vue des forces de l'ordre, en regardant cette histoire du début à la fin, qu'est-ce qui vous a marqué? Vous voyez, c'est encore une situation où l'on voit quelqu'un qui se retrouve impliqué dans, vous savez, un crime et qui a sûrement très peu d'expérience avec la criminalité. A très peu d'expérience pour gérer ce niveau de criminalité, c'est un niveau très élevé. Les criminels commettent généralement d'autres délits avant de passer au meurtre. On ne planifie pas un meurtre immédiatement et la motivation principale semble souvent financière. Oui, et il semble qu'ils menaient un mode de vie plutôt excentrique. Et ils ont ce spectacle équestre qui a fait un flop, et ils commencent à voir les pressions financières avoir un impact. Elle finit par aller dans un Starbucks où elle rencontre un policier qu'elle croyait être un tueur à gages. Et j'ai remarqué que dans ce que la police avait contre elle dans l'affaire, il y avait, vous savez, l'argent qu'elle avait apporté avec elle. Elle a amené une arme à la rencontre. Qu'est-ce qui entre en jeu au-delà du fait qu'elle ait peut-être été enregistrée en train de dire qu'elle voulait que quelqu'un meure? De quoi avez-vous réellement besoin lorsque vous montez un dossier contre quelqu'un qui pense engager un tueur à gages pour commettre un meurtre? C'est une phase cruciale de l'enquête, ce que vous souhaitez faire car vous frôlez l'incitation au crime. Si la conversation est dirigée par les forces de l'ordre pour l'amener à s'incriminer elle-même. Donc, vous voulez vraiment juste les laisser parler, vous voulez entendre ce qu'ils essaient de planifier, parce que peut-être que ce qu'ils prévoient n'est pas un meurtre commandité. Vous voulez entendre leurs mots, comprendre leur point de vue et saisir leurs intentions pour savoir exactement ce qu'ils cherchent à faire. Et aussi, la chose très importante dont vous aurez besoin, c'est d'un acte en vue de l'exécution. Et cela pourrait être un paiement en espèces, cela pourrait être une voiture, quelqu'un fournissant un véhicule, ou encore une arme à feu. Et dans ce cas, elle avait au moins 2 des 3 éléments, avec de l'argent et une arme à feu qu'elle avait apportée avec elle. Pouvez-vous monter un dossier contre quelqu'un disant qu'elle n'a pas apporté ces choses-là? Mais elle a été enregistrée en train de dire qu'elle voulait engager quelqu'un pour éliminer son ex-mari, son mari séparé à l'époque. Peut-on constituer un dossier sans disposer, par exemple, de l'argent qu'elle a apporté ou d'une arme comme preuve, pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement de paroles? Je pense qu'à ce stade, ce que vous avez, c'est un plan et il vous faudra quelque chose d'un peu plus concret pour réellement constituer la conspiration. Parce qu'en ce moment, vous ne faites que discuter. Et cela pourrait très facilement être contré par un avocat de la défense qui dirait «Et elle avait ses idées, et à ce moment-là, ce n'était que des pensées et des conversations». Mais en réalité, elle n'a jamais voulu passer à l'acte. Et donc ce que la loi exige dans la plupart des États, c'est qu'il y ait un acte manifeste. Ce serait plus qu'une simple discussion ou réflexion. Vous allez avoir besoin de quelque chose de plus concret sur lequel vous pouvez réellement mettre la main, ce qui, encore une fois, comme je l'ai dit, serait un paiement. La plupart du temps, Quand on en parle, il semble qu'elle n'ait pas ce passé. Ce n'est pas une criminelle professionnelle. Je sais, comme vous l'avez dit, les gens en arrivent au meurtre et alors ils quittent Starbucks. Elle a apporté tout ce qu'elle pensait qu'un tueur à gages devait apporter. Quels sont les gestes de débutant quand on la regarde, sans parler sportivement, mais quels sont ceux de quelqu'un qui, en fait, lorsqu'on assiste à un meurtre sous contrat, c'est typiquement ce qu'une personne inexpérimentée ferait? vous savez, généralement des criminels expérimentés, lors d'une première rencontre, ils ne s'engagent pas à commettre un crime, préférant d'abord mieux connaître la personne.
Parce qu'au final, leur réussite à s'en sortir après le meurtre va dépendre de la compétence de votre tireur, de votre tueur à gages, de son sang-froid et de ses calculs. Une erreur du tueur à gages peut envoyer tout le monde en prison, un peu comme un entretien d'embauche. Et je pense qu'avec elle, dans ce cas particulier, il y avait une motivation financière et je crois que cela a été sa perte apparemment. Il y avait aussi du désespoir. Elle cherchait quelqu'un pour le faire et voulait que cela arrive très vite. Et je pense que chaque fois qu'on précipite ses plans et qu'on est très concentré sur une date et une heure plutôt que de planifier soigneusement, il va forcément y avoir beaucoup d'erreurs. Elle a offert 2 millions jusqu'à 2 millions à ce policier qu'elle pensait être un tueur à gages. C'est une énorme somme d'argent. On a déjà évoqué des opérations d'infiltration similaires menées par la police. C'est une personne dans une tranche d'imposition inférieure qui propose environ 50 000, mais entendre 2 millions, qu'en pensez-vous? Son état d'esprit à l'époque, qu'elle était prête à offrir autant d'argent pour soi-disant tuer son mari Chris? Cette somme d'argent en dit long sur son état d'esprit. Elle n'était pas à moitié engagée. Ce n'est pas juste une idée avec laquelle elle hésite. Elle est déterminée et elle veut qu'un tueur à gages soit aussi engagé qu'elle. Et donc cette prime de 2 millions est là juste pour s'assurer que, une fois que c'est lancé, je veux que ce soit fait. Je n'ai pas besoin que tu hésites, je n'ai pas besoin que tu me trahisses, j'ai besoin que tu sois à 100% engagé et je vais bien te payer. En même temps, c'est le genre de situation où si elle était tellement désespérée de faire tuer son mari et de payer quelqu'un d'autre 2 millions pour le faire, tu t'inquiètes, c'est sûr. Pour la police, cette rencontre, c'est est-ce que quelqu'un va prendre l'arme? Elle pourrait le faire elle-même, j'imagine. Quelle différence y a-t-il généralement entre ceux qui, dans des situations domestiques devenues très toxiques, choisissent de s'en occuper eux-mêmes? Comparé à qui? Vous savez, la motivation d'y aller est de penser pouvoir engager un tueur à gages. Il y en a. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations domestiques dont elles veulent s'échapper et qui ne savent vraiment pas comment s'y prendre. Et je pense que la majorité de ces personnes préféreraient être victimes plutôt que de blesser quelqu'un d'autre. Et je pense que dans ce cas en particulier, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu qu'il y avait des allégations de violence domestique. Et je ne dis pas que ce n'était pas fiable ou vrai, mais je crois aussi que ce qui a motivé cette affaire, c'est la partie financière. Elle aurait pu s'éloigner de lui, car une procédure de divorce était déjà engagée. Elle aurait pu continuer sa vie sans le tuer, et malheureusement, le tuer était un moyen pour elle d'obtenir plus de ressources financières. Le divorce permet d'échapper à la violence domestique, mais faut-il qu'il meure pour toucher l'argent? Après une réunion comme celle-ci, quand vous menez une opération d'infiltration et que vous savez qu'elle dit des choses très inquiétantes, elle a clairement la preuve qu'elle ne fait pas que parler, qu'elle veut vraiment que cela soit fait, et elle quitte ce Starbucks. Alors, que se passe-t-il ensuite pour les forces de l'ordre? Parce que je suis sûr qu'il pourrait y avoir cette crainte que ce soit quelqu'un d'aussi désespéré qu'elle franchisse peut-être cette limite et qu'elle le fasse elle-même. Vous voyez, une opération de surveillance intense doit être mise en place, parce qu'à ce stade, il n'est pas trop farfelu de le croire. Peut-être qu'elle a cette conversation avec plusieurs personnes et qu'elle ira simplement avec celui qui répondra au téléphone en premier. Alors maintenant que vous êtes au courant, que vous avez été informé de la menace, c'est votre responsabilité de vous assurer de la garder sous surveillance jusqu'à ce que vous puissiez la mettre en garde à vue. Parce que, comme vous l'avez dit, à tout moment, elle pourrait prendre les choses en main ou elle pourrait trouver quelqu'un qui serait prêt à agir un peu plus vite. Et vous savez, la phrase cliché, c'est que l'argent n'achète pas le bonheur. Et il y a eu beaucoup d'exemples, je veux dire, des gens gagnent à la loterie et finissent par faire faillite, être déprimés et tout ça. Mais vous regardez aussi quelqu'un comme elle, et il semble qu'elle avait tellement de choses pour elle. Elle avait tous les biens matériels que vous pourriez souhaiter avoir. À quel point est-il fréquent de voir des personnes dans cette tranche d'imposition pour qui l'argent ne résout pas leurs problèmes? Vous savez, je pense que vous voyez, un autre dicton approprié ici est que l'important n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous dépensez. Et donc vous pouvez avoir des revenus élevés, mais le style de vie qui l'accompagne piège souvent les gens dans l'envie de continuer de vouloir suivre le rythme des autres à cause de cette stigmatisation. Je pense que c'était important pour elle, ayant vécu à un certain niveau. Après son divorce, elle craignait peut-être de ne plus pouvoir maintenir ce style de vie luxueux.
Et donc, ce qui comptait le plus pour elle à ce moment-là, c'était de continuer ce style de vie plutôt que d'avoir réellement son mari en vie. Et elle finit par passer environ 1 an en prison. Elle a été condamnée à 3 ans pour le meurtre, la tentative de meurtre contre rémunération et tout ce qui s'est passé au Starbucks. Mais elle faisait toujours face à des accusations liées à cet incendie criminel présumé dans une maison qui remonte à quelques années. Pourquoi est-ce qu'elle, tu vois, c'est un peu comme un échelonnement des enquêtes, où là, elle plaide coupable à une accusation incroyablement grave d'avoir tenté de solliciter quelqu'un pour tuer son mari séparé. Mais même après sa sortie, elle devra encore faire face à de graves problèmes juridiques liés à une accusation d'incendie criminel présumé. Pourquoi ce genre de choses se déroule-t-il de façon échelonnée plutôt que tout traité en même temps? Et peut-être qu'elle, vous savez, son avocat n'a pas pu pousser les limites et essayer de tout régler d'un seul coup. Vous savez, ça m'a aussi un peu intrigué. Typiquement, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Une personne poursuivie pour plusieurs chefs aura un seul plaidoyer. Les procureurs cherchent généralement à régler les affaires simplement. Donc, une fois que quelqu'un avoue sa culpabilité, on essaie généralement de lui faire avouer sa culpabilité dans toutes les affaires. Parce qu'à ce moment-là, ils agitent un drapeau blanc, ils disent « vous m'avez eu ». Et donc, vous voulez essayer de régler autant de choses que possible sans avoir à aller au tribunal. Et donc, ça m'a vraiment intrigué. La seule chose à laquelle je pouvais penser dans ce cas, c'est que potentiellement certaines de ces affaires pourraient être jugées dans différents tribunaux. L'affaire d'incendie criminel pourrait être jugée par une autre juridiction. Oui, on se demande aussi. Je sais que les affaires d'incendie criminel prennent du temps. Malheureusement, elle devrait affronter ces accusations. D'après la police, elle a fini par mettre fin à ses jours. Donc cette affaire ne sera jamais résolue, ou je suppose qu'on peut dire qu'elle l'est maintenant. Mais j'imagine, qu'est-ce que tu penses de la façon dont cette histoire se termine, tu vois? Ça ressemble à ça, avec beaucoup de choses tragiques dedans. Qu'importe l'avis des autres sur elle, elle semblait avoir une belle vie devant elle, mais son mariage a tourné au désastre. Ils ont organisé ce spectacle équestre qui a été un désastre, ça leur a coûté des millions de dollars. Et puis, tu sais, finalement, tu vois juste cette spirale continuer, tu sais. Dans les forces de l'ordre, à quelle fréquence vois-tu des gens suivre ce genre de chemin? C'est comme si, une fois qu'une chose tourne mal, tout s'enchaîne, les problèmes s'accumulent les uns après les autres. Tu sais, c'est vraiment malheureux et je pense que ce qui est très intéressant dans ce genre d'affaires, c'est que tout le monde généralement semble normal. Il semble mener la vie à laquelle aspirent certaines personnes moins favorisées. Et donc tu passes ta vie à travailler dur, à faire des sacrifices pour arriver à un certain point et les choses commencent à s'effondrer. Je pense que c'est juste cette mauvaise graine ou idée qui se défait et tu sais, ça fait boule de neige. Une mauvaise décision en entraîne une autre et mène à une arrestation. Maintenant, tu te bats contre des accusations et maintenant tu plaides coupable, tu vas en prison. Et donc ce style de vie pour lequel tu t'es battu si fort pour le garder et l'avoir t'a été enlevé. Tu as connu la prison et maintenant, ce qui t'attend de l'autre côté de cette accusation d'incendie criminel pourrait être encore plus de temps en prison. Et finalement, aussi triste que cela puisse être, elle a pris la décision qu'elle ne voulait vraiment plus être derrière les barreaux. Oui, et tu parles du fait qu'elle a perdu le style de vie luxueux qu'elle semblait avoir simplement à cause des problèmes financiers dans son mariage. Tu sais, retourner en prison, je veux dire, c'est sûrement quelque chose qui a vraiment rendu les choses difficiles pour elle. Quand il s'agit de ce genre de choses, je trouve toujours ça fascinant, les affaires de meurtre sous contrat. Parce que souvent, on n'en entend vraiment parler que lorsque la personne se fait arrêter. Et on n'entend pas souvent parler du reste. Tu sais, cette figure mystérieuse que tu rencontres dans un Starbucks autour d'un latte, où tu aurais vraiment cette conversation, pas comme notre... Je crois que je t'ai déjà posé la question, mais c'est genre, les tueurs à gages, ça existe vraiment? Tu sais, comme dans les films avec le tueur à gages qui arrive. Souvent, cela ne paraît pas réel. Je vois de nombreux cas où cette personne existe vraiment, dans les forces de l'ordre. À quel point est-il courant de croiser ce genre de personnes dans la vraie vie? Qui irait demander 2 millions dans un Starbucks? Et qui dit, écoutez, c'est mon métier et je vais m'occuper de ça pour vous. Et Chris, tu sais, je pense que l'Américain moyen, la seule expérience qu'il a avec un tueur à gages, ça va être à travers un scénario hollywoodien, tu vois, ou un film sur la chaîne Oxygène. Mais il y a des tueurs à gages, de vrais tueurs à gages, qui existent, mais ils existent. Dans le sombre milieu souterrain de la criminalité, tu vas devoir réellement vivre au quotidien dans un monde où tu commets des crimes et tu en es conscient. D'accord, ce type a un curriculum vitae criminel pour ce genre de choses, et généralement ceux qui sont prêts à faire ça ont ce genre de curriculum vitae. Ils ne te verront pas dans un Starbucks car tu es sous les projecteurs.
Et il y a des témoins potentiels parce que si quelqu'un entend cette conversation, il ira raconter à quelqu'un ce qu'il a entendu. Et maintenant, il y a des vidéos. Donc, il faut vraiment réfléchir à la mentalité de quelqu'un qui serait prêt à commettre un meurtre. Le citoyen moyen ne connaîtra pas cette personne, ce qui me semble tout aussi dangereux. Dans cette situation, vous savez. Heureusement, quelqu'un a transmis l'information, car il n'était pas prêt à le faire. Après tout, qui refuserait 2 millions? Vous savez, je pense que c'est la personne qui a informé la police. Je les félicite d'avoir pris la parole et d'avoir dit quelque chose, parce qu'au final, cela aide à sauver la vie de quelqu'un. Ouais, je veux dire, si tu penses au Starbucks, pour moi, c'est en partie parce qu'il y a forcément des caméras là-dedans, tout le monde écoute probablement. Je veux dire, je ne sais pas quelle taille faisait ce Starbucks, mais tu peux entendre la conversation de n'importe qui, tu sais, dans un Starbucks. L'idée que tu puisses parler d'un contrat pour un meurtre et que ce soit considéré comme quelque chose de secret, c'est juste bizarre. Mais évidemment, cette histoire a pris un tournant très, tu sais, encore tragique, et elle a connu plusieurs tournants tragiques en cours de route. Détective Eric Barnes, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur Law and Crime. Merci d'avoir analysé cela avec nous. Merci Chris, merci de m'avoir invité. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.